Dans les dernières années de 010 M31, une tempête warp d'une violence inouïe s'étendait sur le système isolé de Sota. Les cieux empyréens se déchirèrent, engloutissant les routes de navigation et noyant la région dans un tumulte d'énergie immatérielle. Dans ce chaos, une flotte mutilée mais toujours dangereuse émergea des profondeurs du Warp. Les vaisseaux de la 8e Légion, les Night Lords. Fraîchement sortis du carnage de la croisade de Tramas, leurs bâtiments de guerre portaient encore les cicatrices de ce combat mené contre les Dark Angels. Malgré leur perte, les fils de la nuit n'avaient rien perdu de leur férocité. Profitant de la tempête qui isolait le système et les 500 mondes, ils fondirent sur Sota. Les défenses orbitales des ultramarines se furent submergées, leurs stations réduites au silence une à une, et bientôt ce monde reculé d'Ultramar se retrouva sous la menace directe de la 8e Légion. À première vue, l'attaque semblait dénuée de sens. Les seigneurs des 500 mondes disposaient de forces bien supérieures à celles des Night Lords, et la capture d'un simple monde frontalier ne justifiait pas un tel risque. Une riposte écrasante ne manquerait pas de s'abattre tôt ou tard sur les assaillants. Pourtant, Sota n'était pas une planète comme les autres. Dans les profondeurs d'une montagne solitaire, le mont Pharos, reposait un artefact dont la valeur dépassait de loin celle d'une flotte ou d'un monde. Le Pharos. Pour les seigneurs de guerre des Night Lords, s'emparer de ce dispositif signifiait offrir à leur maître un prix d'une importance stratégique inestimable. Un trophée capable d'attirer la faveur du maître de guerre lui-même. Car à cette époque, la galaxie était plongée dans l'une de ses heures les plus sombres. L'hérésie de Russe faisait rage, et dans la frange orientale de l'Imperium, une étrange entité politique avait vu le jour, l'Imperium Secundus. Centré sur le royaume d'Ultramar, ce domaine était gouverné officiellement par le primarque des Blood Angels, Sanguinius. À ses côtés se tenaient deux de ses frères, Roboute Guilliman, maître d'Ultramar, et Lionel Johnson, primarque des Dark Angels. Ensemble, ils tentaient de préserver ce qui pouvait encore l'être d'un impérium apparemment condamné. Car Ultramar était coupé du reste de l'humanité. La lumière sacrée de l'Astronomican avait disparu derrière une tempête warp colossale, la tempête de la ruine. Ce cataclysme avait été déclenché par le primarque renégat Lorgar Aurelian et sa légion, les Worldbearers, dans le sillage de la bataille de Kals. Alimentée par les massacres de la croisade des ombres, la tempête s'étendait désormais sur des milliers d'années-lumière, isolant Ultramar et brisant toute communication avec Terra. Dans cette obscurité, le Pharos devint l'unique lumière. Pour son génie reconnu dans l'art des sièges et la loyauté qu'il avait démontrée envers l'empereur, Barabbas d'Antioche fut appelé par les seigneurs d'Ultramar afin de contribuer à l'élaboration et à la défense du plus audacieux plan de survie jamais envisagé par les loyalistes. Un projet que certains, même parmi ses partisans, considéraient déjà comme une hérésie, l'Imperium Secundus. D'Antioche accepta sans hésitation. Dans son esprit, sa mission était claire. Il pensait être chargé de fortifier Macragge et les autres mondes stratégiques du royaume, de dresser bastions et lignes défensives capables de résister aux tempêtes de la guerre galactique. Car tel était son domaine d'excellence, l'architecture de la guerre, la science des forteresses et l'art patient de la résistance comme il l'avait prouvé au fort de la misère. Mais Roboute Guilliman lui révéla bientôt un secret bien plus ancien, un mystère que les archives d'Ultramar conservaient depuis longtemps sous le sceau du silence. Ce secret se trouvait sur Sota, un monde éloigné situé aux marches de la bordure orientale, presque à la limite des 500 mondes et de l'espace impérial lui-même. À faible distance, du moins à l'échelle des routes Warp, se dressaient déjà les frontières de l'Ultima Segmentum et les confins ultimes de la galaxie humaine. Au-delà, les étoiles se faisaient de plus en plus rares. Les routes de navigation s'effaçaient dans l'obscurité, et derrière cette frange clairsemée de systèmes,
ne s'étendait plus que le vide froid et silencieux des gouffres intergalactiques. Dominant ce monde solitaire se dressait le mont Pharos, le plus haut sommet d'une chaîne de montagnes monumentales qui traversait la surface de Sota. Sur ces pentes avait été installée une modeste agricolonie, destinée à soutenir une mission scientifique permanente. Des archéologues impériaux et des spécialistes de la culture xénos y étudiaient un phénomène unique sous la protection constante d'une garnison d'Ultramarines, la 199e compagnie. Car enfouis dans les profondeurs de la montagne avaient été découverts les vestiges d'un dispositif antique, un réseau colossal de moteurs à pulsation quantique dont le fonctionnement demeurait presque totalement incompris. Cette structure, connue sous le nom de Pharos, avait été identifiée des décennies plus tôt par les premiers topographes des flottes envoyées par Gilliman pour étendre les frontières d'Ultramar. Dès sa découverte, les explorateurs comprirent qu'ils avaient mis au jour bien plus qu'une simple ruine xénos. Le Pharos était une construction gigantesque, un artefact d'une complexité stupéfiante, dont la fonction exacte demeurait un mystère. Il pouvait être un relais énergétique, un dispositif de navigation, un système de communication, ou peut-être les trois, ou peut-être quelque chose de bien plus ancien et de bien plus puissant encore. Barabas d'Antioche comprit rapidement que la survie d'un domaine isolé comme Ultramar ne dépendait pas seulement des murailles, des forteresses ou des batteries orbitales. Aucune ligne défensive, si puissante soit-elle, ne pouvait protéger un royaume coupé du reste de l'Imperium, privé de communication et incapable de guider ses flottes à travers le Warp. La véritable faiblesse d'Ultramar n'était pas militaire, elle était structurelle. Si ce bastion loyaliste voulait survivre, il devait réinventer ses moyens de fonctionnement, ses réseaux de communication et ses routes de navigation. Lorsqu'il arriva sur Sota, d'Antioche entreprit d'étudier donc les profondeurs du mont Pharos. Peu à peu, au fil de ses observations et de ses calculs, il en vint à la conviction que le Pharos constituait peut-être la clé pour briser l'isolement d'Ultramar. Depuis la bataille de Kals, la tempête de la ruine isolait complètement la région, dissimulant la lumière de l'Astronomicon aux yeux des navigateurs et brisant les communications astropathiques. Pendant 9 mois, d'Antioche travailla au cœur de la montagne, explorant les entrailles du Pharos. Les chambres qui composaient l'intérieur du massif semblaient moins avoir été creusées que façonnées selon une logique singulière. De vastes salles s'enroulaient dans la roche comme les spirales d'un organisme vivant, reliées entre elles par des galeries courbes, évoquant des artères ou des conduits organiques. Les parois étaient parfaitement lisses, polies, incurvées, sans aucune ligne droite, sans angle marqué. Dès son arrivée, d'Antioche comprit que ces structures n'avaient jamais été conçues pour des créatures de morphologie humanoïde. Entre certaines salles, des à-pics abruptes rendaient tout passage presque impossible. Des puits vertigineux aux surfaces lisses, des pentes brutales sans escalier ni rampe pour en adoucir l'accès. L'un de ces lieux en particulier marqua l'esprit du maître de forge. Une caverne immense à 3 lobes, évoquant vaguement la forme d'un estomac, dont le centre plongeait dans un tube poli de 700 mètres de profondeur. Ce conduit s'ouvrait lui-même dans le plafond d'une autre salle gigantesque, une chambre hémisphérique de 100 mètres de hauteur. C'est dans ces profondeurs que d'Antioche activa les moteurs à pulsation quantique enfouis dans la montagne. Pendant 2 semaines, il effectua des calculs astronomiques d'une complexité extrême, ajustant patiemment les paramètres de l'artefact pour tenter de comprendre sa logique. Puis vint enfin le moment décisif, le premier démarrage du système. 3 semaines supplémentaires de travail acharné furent nécessaires avant que le maître de forge ne réalise une avancée capitale. L'un des mécanismes du Pharos venait de répondre. Et avec lui apparut une capacité extraordinaire, la communication instantanée à travers des distances galactiques. Ainsi, un jour, Barabas d'Antioche apparut devant rebooter Gilliman sur Macragge, alors même qu'il demeurait assis dans son fauteuil de bois au cœur du Pharos sur Sota,
à près d'un demi-segmentum de distance de la bordure orientale. L'image du maître de forge était d'un réalisme troublant. Il n'y avait ni délai, ni distorsion perceptible. La voix, les gestes, la présence même semblaient parfaitement réels, comme si l'Iron Warrior et le Primarque partageaient la même pièce. D'Antioche leva la main et la tendit vers Guilliman. Du bout des doigts, il pressa le sternum du Primarque. Lorsque sa main traversa la silhouette projetée, une infime résistance se manifesta, comme la surface d'une eau invisible, et une onde de lumière se propagea brièvement dans l'image avant de disparaître. Mais la prouesse la plus remarquable était ailleurs. En activant le Pharos, d'Antioche avait créé une nouvelle balise perceptible dans le warp par les navigateurs impériaux. Là où la tempête de la ruine avait voilé l'Astronomicon sur Terra, une nouvelle lumière venait d'apparaître. Un phare capable de guider les flottes perdues dans les 500 mondes et au-delà. Le maître de forge expliqua alors à Guilliman que le Pharos faisait probablement partie d'un ancien système de navigation interstellaire. L'artefact fonctionnait à la fois comme un phare et comme une balise d'itinéraire, mais aussi comme un relais de communication instantanée. D'Antioche admettait ne pas en comprendre tous les mécanismes, mais il soupçonnait l'existence d'un principe d'entrelacement quantique. Contrairement à la technologie impériale qui utilisait le warp pour court-circuiter l'espace réel, le Pharos semblait fonctionner selon des lois entièrement différentes. Il était même possible, hypothèse vertigineuse, que ce système ait autrefois permis la téléportation entre des points distants de la galaxie, peut-être par l'intermédiaire d'un réseau de portails aujourd'hui disparu. Guilliman ordonna alors à d'Antioche d'utiliser le Pharos pour guider les vaisseaux vers Macragge, afin de restaurer les routes de navigation et les communications à travers Ultramar. Après de nombreux essais et ajustements, l'image projetée du maître de forge fut stabilisée de façon permanente. La chapelle du mémorial, située à côté de la bibliothèque de Ptolémée sur Macragge, fut consacrée comme lieu de communication avec Sota. Grâce à cette lumière nouvelle, de nombreux loyalistes dispersés purent enfin trouver leur chemin jusqu'au monde natal des Ultramarines. Flottes égarées, détachements isolés et réfugiés impériaux convergèrent vers Ultramar, attirés par le phare que d'Antioche avait réveillé. Et c'est grâce à cette lueur dans les ténèbres que Guilliman put envisager l'impensable, la fondation de l'Imperium Secundus, un nouvel impérium destiné à préserver l'œuvre de l'empereur, que beaucoup croyaient déjà mort. Après de nombreuses expériences, Barabas d'Antioche expliqua à rebouter Guilliman que le Pharos semblait posséder une forme de conscience diffuse, une présence étrange nichée au cœur de la matrice Xénos. À ses yeux, l'artefact n'était pas seulement une machine, il réagissait et s'adaptait comme s'il répondait aux intentions de ceux qui tentaient de le diriger. Il était peut-être capable, affirma d'Antioche, de transporter un esprit ou une perception à travers des distances inimaginables, bien au-delà de Macragge et des frontières connues d'Ultramar. Aux côtés de Alexis Pollux, capitaine des Imperial Fist avec lequel il développa progressivement une amitié sincère, d'Antioche poursuivit ses recherches. Chaque jour révélait un nouveau fragment du mystère. L'Iron Warrior observait avec une satisfaction croissante son compagnon apprendre à maîtriser peu à peu les subtilités de l'artefact. Pouvoir partager un secret d'une telle ampleur doublait encore plus son enthousiasme. Avec Pollux, d'Antioche tenta bientôt une expérience audacieuse. Utiliser le Pharos pour contacter Terra, afin de découvrir si le monde trône existait encore ou s'il avait déjà succombé à la guerre de l'hérésie d'Horus. Constatant la prudence presque rigide de l'Imperial Fist, d'Antioche lui proposa une image simple pour comprendre le fonctionnement de l'artefact. Et lui demanda d'imaginer le Pharos comme un destrier fougueux, un animal qui ne désirait qu'une chose, courir sans fin à travers l'espace. Plutôt que de le contraindre, il fallait apprendre à se lier à lui, à suivre son élan
à guider sa course plutôt qu'à l'imposer. Pollux suivit ses conseils. Sous sa concentration, une image apparut dans le champ de transmission du Pharos, celle d'une planète lointaine. Mais l'expérience échoua avant d'atteindre son but. Dantioche, loin de se décourager, rappela à Pollux qu'il manipulait là un trésor d'une valeur incalculable. Il l'encouragea à recommencer et surtout à apprendre, car si malheur venait à frapper le maître de forge, quelqu'un devait être capable de poursuivre son œuvre. Lorsque Pollux tenta une nouvelle fois l'expérience, il lâcha prise et se laissa porter par l'impulsion du dispositif. Cette fois, il aperçut clairement son monde natal, Inuit, la planète glacée qui avait vu naître Rogaldorn et qui se trouvait, parmi toutes celles qu'il avait contactées, la plus proche de Terra. Pollux tenta encore une fois de pousser plus loin l'expérience. Cette fois, la vision qui apparut fut bien plus saisissante. Il aperçut le primarque Rogaldorn lui-même, penché au-dessus d'une table massive couverte de plaques de données et de cartes stratégiques. Mais Dantioche, observant les mêmes instruments, ne vit rien. Pour lui, les machines ne renvoyaient aucune image, tandis que les moteurs du Pharos montaient dangereusement en température. La vision de Dorn vacilla, cligna, puis disparut. Dantioche finit par admettre que Pollux avait peut-être réellement aperçu le prétorien de Terra. Cette possibilité galvanisa l'Imperial Fist qui se jura de redoubler d'efforts afin de parvenir un jour à établir un contact stable avec son primarque. Quelque temps plus tard, Dantioche contacta Macragge afin de transmettre un rapport. Son image apparut devant le capitaine ultramarine Casimir dans les ruines de la chapelle du mémorial. Le maître de forge détailla les derniers résultats de leurs expériences mais garda pour lui la vision de Dorn, préférant réserver cette révélation pour un entretien direct avec Roboute et Guilliman. Il demanda alors si sa mission devait évoluer. Devait-il poursuivre l'exploration du réseau potentiel de phares similaires afin d'étendre la portée du nouvel Imperium, ou au contraire limiter ses expériences pour préserver l'équilibre fragile qu'il avait déjà obtenu? Casimir répondit qu'une telle décision ne pouvait appartenir qu'à Guilliman lui-même. Mais le primarque était désormais submergé par la gestion du nouvel ordre politique de l'Imperium Secundus, au sein duquel Sanguinius avait été proclamé empereur. Casimir confia donc à Dantioche la supervision administrative du consul Forche, membre du Sénat d'Ultramar, chargé de structurer le fonctionnement du nouvel Imperium. Pendant ce temps, l'équipe technique du maître de forge s'était progressivement familiarisée avec les instruments de l'Adeptus Mechanicus, utilisés pour réguler l'interface entre la technologie impériale et la matrice Xenos du Pharos. Cette assistance permettait à Dantioche de se concentrer sur l'essentiel, la focalisation du faisceau de communication. Parfois, Pollux prenait sa place dans l'opération. 3 autres Astartes furent également formés pour cette tâche, mais aucun n'atteignit jamais la finesse et la précision que Dantioche avait acquises. Guidés par la lumière du Pharos, les vaisseaux pouvaient désormais rejoindre Macragge relativement facilement. Repartir vers leur monde d'origine, en revanche, demeurait bien plus difficile. Guilliman ordonna donc que le Pharos serve principalement de relais de communication directe entre les différents fiefs d'Ultramar. L'artefact ne pouvait être focalisé que sur un seul point à la fois. Il ne pouvait pas relier 2 interlocuteurs extérieurs entre eux. Ainsi, l'intégralité du trafic administratif de l'Imperium Secundus finit par converger vers la grotte du mont Pharos. Dantioche et Guilliman établirent un calendrier précis de communication, attribuant à chaque monde, chaque avant-poste et chaque flotte un créneau déterminé. Le système fonctionnait, imparfaitement, mais suffisamment pour maintenir un semblant de cohésion. Les urgences de la guerre perturbaient cependant régulièrement l'ordre établi. Lorsqu'une communication inattendue surgissait, des héros stationnés à chaque point de réception devaient courir prévenir leurs supérieurs. Les requêtes étaient alors transmises, les réponses formulées, les messages retransmis vers Macragge, puis débattus avec force chez les membres du Haut Sénat avant que des décisions ne soient prises. Chaque affaire pouvait prendre des heures et parfois davantage. Mais en ces temps d'obscurité, c'était toujours mieux que le silence.
Les requêtes que recevait d'Antioche provenaient de tous les 500 mondes. La plupart étaient alarmantes. Appels au secours, rapports d'incursions ennemies mineures, alertes concernant des phénomènes psychiques dangereux sur certaines planètes. Les interlocuteurs étaient souvent inquiets, parfois furieux. Beaucoup cherchaient à obtenir d'Antioche des explications sur la nature du dispositif qu'il utilisait. D'où venait-il? Quelle puissance cachait-il? Le maître de forge éludait ces questions autant que possible. Et trop souvent, les nouvelles qu'il recevait étaient mauvaises. Par un concours de circonstances presque ironique, l'Iron Warriors Barabbas d'Antioche était devenu le pivot invisible autour duquel s'organisait désormais toute la cohésion d'Ultramar. Même pour un esprit aussi résolu que le sien, une telle responsabilité était écrasante. Jour après jour, la pression mentale s'accumulait, transformant cette tâche essentielle en une épreuve d'endurance presque insoutenable. L'invasion du système de Sota par les traîtres se déroula en 2 phases distinctes, marquées par la ruse et la brutalité caractéristique de la 8e Légion. La première phase débuta par un stratagème sinistre. L'épave d'un croiseur d'attaque de la 7e Légion, le Nikton, vétéran de la croisade de Tramas, fut placée sur une trajectoire de collision avec la planète. La carcasse dérivante fut détectée par la plateforme Aegida, qui dépêcha le destroyer Probity pour l'intercepter sous le commandement du sergent Leticus. Après une inspection sommaire ne révélant aucune menace apparente, Leticus ordonna la destruction de l'épave à coups de torpille. La mission accomplie, il mit ensuite le cap vers la station relais numéro 7 afin de transmettre son rapport. Cette station, semblable à un long fuseau hérissé d'antennes, faisait partie d'un réseau d'installations autonomes déployées à travers Ultramar. La gigantesque tempête de la ruine ayant presque entièrement paralysé les communications astropathiques, ces relais amplifiaient les transmissions radio entre vaisseaux impériaux. Les messages ne voyageaient qu'à la vitesse de la lumière, mais en ces temps d'isolement, c'était une nécessité. Pourtant, lorsque le Probity s'amarra à la station, elle n'était plus une installation impériale. 2 semaines plus tôt, une escouade de 32 légionnaires des Night Lords s'y était infiltrée. Leur chef était Gendor Skyvok, maître de griffe de la 45e compagnie, connu dans les archives sous le surnom du Comte Pain. Lorsque Leticus commença à soupçonner une présence ennemie, il mena 15 guerriers dans les coursifs de la station. Le combat qui suivit fut bref et d'une violence extrême. Pris dans une embuscade, les Ultramarines se furent submergés et la bande de Skyvok captura le Probity malgré de lourdes pertes. La seconde phase de l'attaque utilisa ce vaisseau capturé comme arme. Le Probity s'approcha de la plateforme Aegida et établit un contact Vox avec la station. La voix qui répondit appartenait à un membre de son équipage, un homme qui parlait manifestement sous la contrainte. Trompé par cette communication, le capitaine Adalus autorisa le destroyer à s'amarrer. Quelques instants plus tard, les Night Lords déferlaient dans les couloirs de la station. L'assaut fut là aussi rapide et impitoyable. La moitié de la 199e compagnie des Ultramarines fut tuée ou capturée, et Adalus lui-même fut exécuté peu après dans d'atroces souffrances. Seule la 55e cohorte scout parvint à s'échapper à bord d'un Thunderhawk, atteignant la surface de Sota où elle entreprit de harceler les envahisseurs. Une fois la station sécurisée, les Night Lords envoyèrent un message à leur commandant. Dans l'ombre du vide attendait Krukesh le Pâle, maître du vaisseau de guerre Umber Prince. Lorsque la confirmation du succès lui parvint, il mit immédiatement le cap vers Sota. L'invasion planétaire pouvait alors commencer. Très vite, l'offensive se transforma en massacre. Les Night Lords déversèrent sur la planète toute la rage accumulée après leur défaite à Tramas. Les Landspeeder Proteus et les escadrons d'Outrider de la 8e Légion précédèrent l'invasion principale, rabattant la population terrifiée vers les rues de la capitale, Sotopolis. Le hurlement des bolteurs et le vrombissement des lames tronçonneuses se mêlèrent aux cris de la foule paniquée, transformant la ville en un cœur de terreur. Les Ultramarines tentèrent de ralentir l'avancée ennemie, dressant des barrages improvisés et se sacrifiant pour permettre l'évacuation des civils.
Des charges furent placées dans les bâtiments afin d'effondrer des blocs entiers sur les colonnes ennemies, écrasant parfois des légionnaires et bloquant la progression de leurs blindés. Mais la 8e Légion continua d'avancer. Les formations de Siakar et la Tramantar écrasèrent les dernières défenses sous les chenilles de leurs chars spartanes. Au-dessus d'eux, des meutes de raptors surgirent des cieux, bondissant par-dessus les décombres grâce aux rafales de leurs réacteurs dorsaux pour fondre sur les défenseurs. Les guerriers d'Ultramar furent taillés en pièces par des lames dentelées et des haches crochues. Une à une, les poches de résistance furent encerclées et annihilées. Quant aux survivants, beaucoup furent emmenés vivants, promis aux salles de torture de la 8e Légion. Suite au succès initial de leur invasion, 7 compagnies des Night Lords lancèrent une attaque généralisée contre le mont Pharos. La défense de l'installation avait été conçue par Barabas d'Antioche lui-même et placée sous le commandement du capitaine Alexis Pollux. Celui-ci ne disposait que d'une force réduite, 120 légionnaires composés des survivants de la 199e compagnie et de ses propres gardiens de la lumière issus des Imperial Fist. À eux s'ajoutait une poignée d'auxiliaires humains, un unique manipule de la Legio Cybernetica comprenant Netalaxi, ainsi que 2 automates de bataille. Malgré leur infériorité numérique, les défenseurs mirent en œuvre les stratagèmes imaginés par Antioche. Un réseau de cavernes aveugles et de positions trompeuses destinées à attirer l'ennemi vers des zones de tir préparées. Les Night Lords furent ainsi contraints de lancer des assauts répétés contre des positions solidement fortifiées, subissant alors de lourdes pertes. Pendant ce temps, les unités de la première auxilia de Sota et les scouts de la compagnie Aegida parcouraient les pentes supérieures de la montagne, menant des reconnaissances audacieuses et des embuscades meurtrières depuis des positions dissimulées. Les puissantes batteries antiaériennes du mont Pharos, combinées aux interférences générées par le faisceau de l'artefact lui-même, rendaient tout assaut aérien ou toute téléportation impossible pour les traîtres. L'impasse semblait totale. C'est alors qu'intervint, selon toute vraisemblance, la sorcellerie du Warp. Gendor Skyvok aurait conclu un pacte avec une entité de l'Empyrée, laquelle lui révéla un moyen d'obtenir un verrou de téléportation à l'intérieur même du complexe. L'équilibre bascula. Krukesh mena aussitôt un assaut de téléportation accompagné de Terminators en armure cataphractie. Ils apparurent directement dans la chambre du Pharos, où Dantioche poursuivait ses recherches sur l'antique artefact Xenos. Le maître de forge fut capturé, tandis que Pollux et les derniers défenseurs isolés et encerclés furent contraints de déposer les armes. Avant sa capture, cependant, Dantioche avait réussi à utiliser le Pharos pour entrer en contact avec Roboute et Gilliman sur Macragge. Le primarque lui ordonna d'alerter le capitaine Lucretius Corvo, héros d'Astagar et commandant de la 90e compagnie des Ultramarines, Nova. Corvo se trouvait alors dans le système de Bérémine avec une petite flotte, 6 vaisseaux de ligne, 2 compagnies de la 13e Légion et une demi-compagnie de Dark Angels. Informé de la situation désespérée sur Sota, Corvo mit immédiatement le cap vers la planète. La survie même de l'Imperium Secundus dépendait désormais de la rapidité de son intervention. Corvo arriva quelques heures plus tard seulement. À la tête de sa flotte, son vaisseau amiral, le Glorious Nova, engagea les navires renégats en orbite. Profitant de la confusion qui s'ensuivit dans les rangs des Night Lords, Corvo lança une force de frappe pour secourir le mont Pharos. Ses troupes établirent rapidement la jonction avec les soldats de la première auxilia de Sota et les scouts de la 55e cohorte de la 199e compagnie. Ces derniers guidèrent les guerriers de Corvo à travers les cavernes labyrinthiques de la montagne, tandis que l'auxilia de Sota affrontait une force de poursuite des Night Lords. Les courageux soldats humains livrèrent un combat sacrificiel, retardant les traîtres au prix de leur vie, afin d'offrir à Corvo le temps nécessaire pour atteindre le cœur de l'installation et offrir ainsi à l'Imperium une chance de victoire. Dantioche subissait les tortures de Krukesh, qui cherchait à percer les secrets du Pharos. Ce qui se produisit ensuite demeure obscur.
Certains fragments de témoignages affirment que d'Antioche parvint à localiser le cuirassé de classe Gloriana Nightfall, vaisseau amiral des Night Lords, afin d'empêcher l'exécution de Pollux par les traîtres. Si ces récits sont véridiques, cela signifie que le Pharos était capable d'établir une connexion directe avec un vaisseau en plein voyage dans le Warp. Il est possible que Krukesh, voyant ses forces orbitales écrasées par la flotte ultramarine, ait envisagé de fuir vers le Nightfall afin de tenter d'y revendiquer le commandement de la 8e Légion. Mais d'Antioche demeura fidèle à son devoir jusqu'au bout. Profitant de l'accès aux machines du Mechanicum, il surchargea les systèmes du Pharos et provoqua l'ouverture d'un vortex instable reliant la salle du Pharos au cuirassé renégat. La plupart des tortionnaires furent aspirés et déchiquetés par les énergies déchaînées, tandis que Krukesh et Skyvok disparurent de l'autre côté de la brèche, rejetés vers leurs frères à bord du Nightfall. La victoire offerte par Barabbas d'Antioche eut cependant un prix terrible. La surcharge des machines déchaîna dans la salle du Pharos des arcs d'énergie d'une puissance foudroyante. Le vieux maître de forge fut frappé de plein fouet, son armure carbonisée par les éclairs de haute tension. Lorsque Pollux parvint finalement jusqu'à lui, d'Antioche rendit son dernier souffle dans les bras de son ami, ayant accompli jusqu'au bout son devoir envers l'empereur avec honneur et bravoure. Sota fut libéré du joug des renégats. Peu après la bataille, Guilliman lui-même arriva sur la planète et décerna à la 199e compagnie l'emblème qui deviendrait plus tard celui du futur chapitre des Six of the Emperor, le masque de d'Antioche. Au sein de cette compagnie, appelée à former le noyau du chapitre qui ferait de Sota son monde natal, un jeune scout qui s'était distingué durant les combats fut nommé sergent par le primarque, le futur premier maître de chapitre des Six, Aubert Dei. À titre posthume, Barabbas d'Antioche reçut le titre de héros de l'Imperium, tandis que Pollux entreprit de restaurer partiellement les systèmes du Pharos. Mais malgré la victoire, un coup terrible venait d'être porté à l'Imperium Secundus, car les secrets du Pharos, désormais révélés et meurtris par la bataille, annonçaient des conséquences dont nul ne pouvait encore mesurer l'ampleur. Au regard de l'immensité de la guerre civile qui déchira l'Imperium, la défense de Sota pourrait sembler n'être qu'un épisode mineur, perdu parmi d'innombrables batailles de l'hérésie d'Horus. Pourtant, si l'événement parut anecdotique à l'échelle du conflit, il priva l'Imperium d'une technologie aussi prodigieuse que dangereuse, dont les capacités dépassaient de loin tout ce que l'humanité maîtrisait alors. Les conséquences de cette bataille ne se révélèrent véritablement que 10 millénaires plus tard, lorsque l'écho de ces événements sembla résonner à travers la galaxie elle-même, menaçant désormais toute forme de vie, humaine comme Xénos, avec l'avènement du Grand Dévoreur. Depuis longtemps, les spéculations vont bon train quant à l'origine des tyrannides et à la cause de leur arrivée dans la Voie lactée. Les observations menées sur les flottes ruches ont toutefois révélé un fait troublant. Ces entités semblent irrésistiblement attirées par la lumière de l'Astronomicon. Nombreux sont désormais ceux qui pensent que le Pharos fut le premier signal à avoir trahi la présence de la galaxie humaine. Lors de la surcharge provoquée par Barabbas d'Antioche afin d'empêcher les traîtres d'exploiter l'artefact au profit d'Horus, une impulsion d'énergie d'une ampleur inimaginable avait été projetée dans le vide intergalactique. Un appel silencieux, mais irrésistible, auquel les essaims affamés des tyrannides auraient fini par répondre. L'ironie tragique de l'histoire frappa finalement Sota elle-même. Des millénaires après la bataille du Pharos et le sacrifice héroïque de Barabbas d'Antioche, la planète fut dévorée par la flotte ruche Léviathan, entraînant presque l'extinction du chapitre des Six of the Emperor qui en était issu. Ce qui restait de ces Space Marines ne dut sa survie qu'à l'intervention de l'Archimagos Dominus Belisarius Cawl. Ce dernier, fasciné par les mystères oubliés de l'artefact Xénos,
entreprit d'exhumer une fois de plus les secrets du Pharos. There's a place where secrets rise to the surface, become alive. I see you through windows, through the soul's just an echo, losing time. I look for the pattern that it's forever changing, no steady ground. I'm a ghost just drifting through the